Cette voie, nous l'avons choisie au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Les populations maliennes au centre de ces deux départements, leur bien-être et leurs images fortement prises en compte dans les missions de tous les jours des ministères du Travail et celui des Affaires étrangères, si le premier est sur d'importantes réformes et le maintien d'un climat social favorisé par le pacte de stabilité sociale et de croissance, le 2e février, le Mali sur le toit du monde par la réaffirmation de sa souveraineté. Seydou Traoré et Aoulou Séinou Touré se chargeront de nous faire le bilan de leurs acquis ces 5 dernières années. Le général de division Abdoulaye Cissé, préoccupé par l'invasion Jasside à Koutiala, le gouverneur est dans les champs pour mieux affûter les armes contre ces nuisibles qui risquent d'impacter sérieusement sur la campagne dite pourtant satisfaisante de façon globale. Le point de cette descente avec Brahima Koné et Amadou Dolo. Concours d'entrée au Prytanée militaire de Kati, c'est aujourd'hui même que la seconde phase a débuté. Il s'agit des visites médicales. C'est d'ailleurs le seul pas qui sépare désormais de l'encadrement dans cette école d'excellence les 175 candidats qui ont passé la première phase sur les 5759 inscrits. Super motivés, Awadama Koulibaly a rencontré nos candidats. Le Mali reçoit demain jeudi les Comores au compte de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Dans le nid des aigles, la confiance est de mise et le moral est au beau fixe. L'objectif fixé par le sélectionneur national et ses joueurs est la victoire. Rien que la victoire, nous retrouverons nos envoyés spéciaux au Maroc, Aridjou Matina et Sambou Diakté pour plus de détails en cette veille d'avant-match. Bonsoir à tous, soyez la bienvenue dans votre grande édition. Le Mali fort et souverain et qui brille sur le toit du monde, c'est en partie grâce au dynamisme de sa diplomatie. Une réalité qui se voit au quotidien de par l'engagement des hommes et des femmes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le changement de paradigme impulsé par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, est ressenti un peu partout au Mali comme au Sahel comme un cri de ralliement des peuples opprimés. Les efforts consentis par les populations le sont au nom de leur adhésion aux idéaux de rupture, de souveraineté et d'unité largement partagés qui nous valent d'être l'exemple à suivre en Afrique et dans le monde. Les acquis de la diplomatie ne se comptabilisent pas en chiffres mais en influence durant ces 5 dernières années. Zoom sur l'autre arme fatale qui complète les FAMA dans la lutte pour la souveraineté et c'est avec Aoulou Séinou Touré. La diplomatie est sans aucun doute l'un des domaines dans lesquels la transition a imprimé sa marque et dont les effets bénéfiques continuent d'être ressentis non seulement au Mali, mais bien au-delà des frontières nationales, dans la région du Sahel, sur le continent et ailleurs dans le monde. En effet, les acquis de la transition sur le plan diplomatique s'inscrivent dans une dimension holistique à travers un changement de paradigme qui aura rarement suscité une adhésion si profonde de la part des populations maliennes, sahéliennes et africaines. La conceptualisation par le chef de l'État, puis la constitutionnalisation des principes clés qui guident l'action publique au Mali ont ouvert une ère nouvelle de la diplomatie malienne. Ces principes aisément transposés dans le cadre de la politique extérieure du Mali ont marqué un tournant majeur dans les relations extérieures du Mali. Leur impact s'est traduit par une résilience sans égale des populations maliennes, notamment face aux sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA, suscitant un regain de solidarité des populations africaines, notamment
des diasporas africaines à travers le monde. Le changement de paradigme impulsé par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a également posé les fondations pour la création de l'Alliance des États du Sahel, puis de la Confédération AES. Le Mali, renforcé dans la justesse de la lutte menée pour une indépendance réelle, a su imposer le respect de sa souveraineté, de ses choix stratégiques et de ses intérêts vitaux en toutes circonstances. L'outil diplomatique dispose désormais d'un cap clairement tracé, axé entre autres sur la diversification des partenariats bilatéraux comme multilatéraux et la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités. L'humain, ou je dirais le Malien, au centre de ce département. Le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social affiche un bilan remarquable au cours des 5 années de transition. Plus de 3000 nouveaux fonctionnaires recrutés, d'importantes réformes menées dans le secteur du travail, l'apaisement du climat social favorisé par le pacte de stabilité sociale et de croissance signé entre le gouvernement et les syndicats constitue également une avancée majeure. Retour sur les grandes réalisations en matière de travail et de fonction publique avec Seydou Traoré. Dans le secteur du travail, les réalisations au cours des 5 dernières années de la transition ont porté, entre autres, sur la fixation de la durée du chômage technique de 3 à 6 mois en cas de crise sanitaire grave, la mise à disposition d'un plan d'action, notamment pour l'élimination du travail des enfants 2023-2027, la délivrance des visas pour les contrats de travail étrangers et nationaux dans le secteur privé, la relecture des conventions collectives de travail, notamment celle des banques, assurances et établissements financiers, des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Dans le domaine de la fonction publique, le département se félicite du recrutement de 3133 nouveaux fonctionnaires, dont 163 personnes en situation de handicap. Ces recrutements se répartissent en 2022, en 2023 et en 2024. À ces chiffres s'ajoute le recrutement exceptionnel de 42 personnes en situation de handicap au titre du quota accordé en 2012 à cette catégorie. Parallèlement à ces recrutements, le ministère indique que la validation d'un plan national de formation et d'un autre de recrutement des fonctionnaires est en cours, conformément à la conférence sociale et au pacte de stabilité sociale et de croissance. Un nouveau statut général des fonctionnaires est en cours d'adoption. Dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des agents de l'État, l'ordonnance fixant la grille indiciaire unifiée du personnel relevant des statuts des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires a été adoptée, tout comme le décret portant révalorisation des traitements du personnel de l'administration. Toujours pour le bien-être des agents de l'État, le gouvernement a procédé à une majoration des traitements et salaires dans la fonction publique malienne. Cette mesure issue du pacte de stabilité sociale et de croissance est fruit d'une collaboration entre le gouvernement et les organisations syndicales, prévoit des augmentations échelonnées de la valeur du point d'indice qui passe de 400 francs à 470 francs CFA en 2030 avec un indice financier de 104 milliards de francs CFA, augmentation de 5,5% à partir du 1er janvier 2026, 5,5% à partir du 1er janvier 2028, 6,5% à partir du 1er janvier 2030. Cette décision concerne les fonctionnaires de l'État, ceux des collectivités territoriales, les forces armées de sécurité, le personnel enseignant du primaire, du fondamental et du secondaire, les magistrats, les membres du corps préfectoral, les anciens du supérieur, les greffiers et secrétaires de greffe, les surveillants de prison, le personnel de l'administration relevant du code de travail, le personnel enseignant contractuel de l'État, le personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales, ainsi que les retraités de la fonction publique. Dans le domaine du dialogue social, la conférence sociale tenue du 17 au 22 octobre 2022 avec la participation des
des centrales syndicales et confédérations a balisé la voie de l'apaisement du climat social. Le document du pacte de stabilité sociale et de croissance et son plan d'action 2023-2027 validé par les acteurs ont été signés sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Depuis la signature en août 2023, le département en charge du dialogue social a conduit plusieurs rencontres de vulgarisation et d'évaluation, notamment à Ségou, Sikasso, Bamako et Bougouni. Par ailleurs, le gouvernement indique que le ministère en charge de la fonction publique a respecté ses engagements avec les partenaires sociaux, notamment l'UNTEM, par le paiement des droits de travailleurs licenciés de certaines sociétés et entreprises d'État pour un montant de 5 milliards 821 millions 681 815 francs CFA. Le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social rassure qu'un protocole est en cours pour le dossier des partants volontaires à la retraite, ainsi que pour la diligence du paiement des droits des associations et les travailleurs licenciés. Et la lecture de ce communiqué dans le cadre de la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, porte à la connaissance des agents qui ne se sont pas présentés lors des opérations d'identification biométrique. Un délai de grâce de 3 mois allant du lundi 8 septembre 2025 au lundi 8 décembre 2025 leur est accordé. Le délai de grâce vise à permettre aux agents publics non encore identifiés, y compris ceux recrutés après septembre 2024, de faire régulariser leur situation administrative en se présentant à Bamako au niveau du service gestionnaire des ressources humaines couvrant le secteur auquel ils appartiennent, munis des pièces suivantes. Une fiche individuelle de collecte de données dûment renseignée et signée par l'agent et le chef du service auquel il appartient. Une copie de l'arrêté d'intégration ou de la décision de recrutement, une copie de la carte NINA ou de la fiche descriptive individuelle, une copie de l'extrait d'acte de naissance, une copie de l'acte justifiant la position administrative, arrêté portant détachement, arrêté portant mise en disponibilité ou attestation de service pour les agents en activité. Dès que la formalité d'identification biométrique est effectuée, il est remis à l'agent identifié un récépissé de contrôle physique. Et pour leur identification biométrique au système intégré, les agents qui ne disposent pas de numéro d'identification national NINA doivent au préalable se faire enrôler dans le système Malikura Biométrie auprès des services de l'Agence nationale de sécurisation des actes d'état civil munis de leur acte de naissance dans les lieux suivants. Les centres principaux d'état civil pour les résidents du district de Bamako. Les cellules techniques d'accueil citoyen s'étaquent auprès des chefs-lieux de région et de cercle. Les missions diplomatiques et postes consulaires pour les agents exerçant dans les services extérieurs. Le retrait de la fiche descriptive individuelle s'effectue dans les lieux suivants à Bamako. Commune 1, commissariat de Korofina. Commune 2, commissariat de Kinzambougou. Commune 3, commissariat du centre commercial. Commune 4, commissariat de Lafiabougou. Commune 5, commissariat de Torokorobougou. Commune 6, commissariat de Sogoniko. Dans les autres localités, à l'intérieur du pays, au niveau des cellules techniques d'accueil citoyen, CETAC, des chefs-lieux de région et de cercle, dans les missions diplomatiques et postes consulaires du Mali. Au terme du délai de grâce ci-dessus indiqué, les personnes non identifiées seront rayées des fichiers des effectifs des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, conformément au texte en vigueur. Le ministre de la Refondation de l'État s'est compté sur la compréhension et la pleine implication des agents concernés. Le nouveau bureau de l'Association des éditeurs de presse privée chez le président du Haut Conseil des collectivités, Mamadou Satigui Diakité, installé le 16 août dernier, le président Boubacar Yalkoué, accompagné des membres de l'organisation, sont venus présenter le bureau et aussi proposer un cadre de collaboration avec l'institution. Écoutons Boubacar Yalkoué, président de l'ACEP. Il est au micro de Boubacar Bablitouli. Chez nous, à chaque fois qu'un nouveau bureau est installé, nous partons vers les institutions
les partenaires des médias, au moins pour leur faire part de cela, présenter le bureau et voir aussi dans la mesure du possible comment mettre en place un cadre de collaboration. Au niveau du Haut Conseil, il y a quelques années de cela, nous étions dans les locaux ici. On était aussi venu pour présenter un bureau et suite à cela, on avait convenu de voir comment aussi partir vers un partenariat. Et juste après, il y a eu une crise au niveau de notre fêtière qui a vraiment eu un impact considérable sur la marche de l'association durant quelques années. Et Dieu merci, le 16, suite à l'Assemblée, nous avons mis en place un bureau consensuel avec la contribution très très importante du président sortant Ousmane Daou et aussi la commission de facilitation composée par les anciens de notre fêtière. La cohésion est là aujourd'hui. Dans le bureau actuel, il y a 4 membres du bureau sortant qui sont membres de ce bureau. Et nous avons tenu à remercier sincèrement le président du Haut Conseil et ses collaborateurs, les élus qui sont là et le personnel d'appui pour l'intérêt qu'ils accordent à la presse. Regardez aussi du contexte particulier que le Mali traverse aujourd'hui. Il a aussi conseillé à ceux qu'on tienne compte de cela également dans notre quotidien en termes quand même de diffusion d'informations. Concours d'entrée au Prytanée militaire de Kati, c'est aujourd'hui même que la seconde phase a débuté. Il s'agit des visites médicales. C'est d'ailleurs le seul pas qui sépare désormais de l'encadrement dans cette école d'excellence les 175 candidats qui ont passé la première phase, les épreuves écrites sur les 5759 inscrits. Super motivés, Awadama Koulibaly et Gaussou Touré ont rencontré nos candidats. Suivons ensemble. Issa Simaga. Un à un, accompagnés de leurs parents, les élèves admissibles au Prytanée militaire de Kati pour l'année académique 2025-2026 font vérifier leurs documents, actes de naissance, carnet scolaire, relevé de notes, entre autres. Après avoir validé haut la main les épreuves écrites, les 175 candidats se soumettent à la dernière phase, étape cruciale à leur intégration à la prestigieuse école de formation militaire. Nous sommes à la deuxième phase, la phase de la visite médicale de recrutement au PMK. La première, c'est la visite corporelle faite par moi-même, donc nous avons commencé ce matin. Et après, il y aura les visites spécialisées. D'abord, la biologie, une analyse du sang. Il y a la consultation ophtalmologique, la consultation ORL. Il y a la radiographie que nous allons réaliser. Nous avons la cardiologie également. Le but de toutes ces visites, c'est de détecter surtout tout ce qui est maladie héréditaire chez les enfants. Pour la plupart des enfants, le choix de cet établissement est personnel. Je me suis préparée pour le concours. On m'a dit de ne pas sortir, que je dois apprendre mes leçons comme j'aime le Prytanée militaire. Il y a beaucoup de discipline là-dedans et ça me plaît aussi. Je vais venir au Prytanée militaire pour être un au cadre de ce pays. Je me suis préparée avec mon père et j'ai fait le cours préparatoire à l'école Mamadou Konaté. De telles ambitions méritent accompagnement et les parents n'ont pas failli à ce niveau. Ils ont réuni les conditions nécessaires. Ce chef de famille a toutes les raisons de venir soutenir son fils qui s'est classé premier aux épreuves écrites. Depuis qu'il n'avait pas l'âge, au fait, il n'arrête pas de nous parler. Et du Prytanée, je vais venir. J'ai dit d'accord, il faut attendre la 6e année. Pendant les congés, l'ancien il venait à la maison. Chaque jour, il faisait 4 heures de cours sur les matières du concours. C'est tout heureux, fier et optimiste que les élèves prennent repère dans la cour qui sera peut-être la leur pour les 6 prochaines années. Et voilà nos futurs cadres militaires. Les pupilles de la nation admis au DF au baccalauréat session 2025 chez les autorités légitimes et traditionnelles du district de Bamako avec ses gardiens de nos valeurs. La rencontre a été très enrichissante et très pédagogique, nous dit Alpha Maïga. Dans les locaux de l'hôtel de ville, la coordination des autorités et des légitimités traditionnelles du district de Bamako accueille des jeunes visiteurs pas comme les autres. Les pupilles de la nation, ces enfants dont les parents sont tombés sous les balles pour la défense du pays. Ils
Ils étaient là pour être honorés après les résultats aux examens de fin d'année. Au DF, plus de 80 admis sur 131 candidats. Au baccalauréat, 22 réussites sur 40 candidats. Des performances qui témoignent du courage et de la résilience de ces enfants malgré les blessures de la vie. Nous venons pour avoir les conseils par rapport au téléphone. C'est une réalité. Nos valeurs ancestrales, nous devons les perpétrer et garder ce qui est bien et ne pas s'engouffrer uniquement dans la modernité. Les gardiens des valeurs ont salué la démarche de leur petit-fils. Ils ont tenu à raconter des histoires de vie pour qu'ils puissent s'inspirer. La nation, elle est là, la nation, elle est debout. Vous n'êtes pas orphelins. C'est cette même nation qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Les lauréats qui sont là, nous les exhortons toujours à faire plus mieux. Il y a un autre phénomène qu'il faut surtout évoquer et éviter, c'est les stupéfiants. Les pupilles de la nation ont respecté la tradition en offrant quelques noix de cola, puis ont chanté leur hymne à l'unisson. Un hymne poignant qui a profondément touché les autorités. Les visiteurs sont venus également à l'ORTM pour découvrir le fonctionnement du service public. Si vous voulez passer ici à l'ORTM à n'importe quel moment, pour ceux qui veulent devenir journalistes, nous sommes là et nous allons vous accompagner. Bonne chance, bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Curieux, ils ont pu rencontrer les hommes et les femmes qu'ils voient à l'écran ou entendent à la radio. Et nous avons ce communiqué de rappel de la date de la rentrée scolaire 2025-2026 au Mali. Le ministre de l'Éducation nationale rappelle à la communauté éducative, élèves, parents d'élèves, enseignants, personnel administratif et technique que la rentrée scolaire 2025-2026 aura lieu le mercredi 1er octobre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale invite tous les acteurs de l'école à prendre les dispositions nécessaires. Pèlerinage 2026, des agences de voyage maliennes échangent avec une société saoudienne d'organisation du Hajj spécialisée dans l'accompagnement. Une rencontre initiée par Hajj Correct, une agence de consultation à Ouadama Koulibaly à Loubekone. Pour garantir une meilleure expérience aux 13 323 pèlerins maliens au compte du Hajj 2026, les agences de voyage s'ouvrent aux opportunités de partenariat en terre saoudienne. On peut aller traiter directement avec les filiales privées en Arabie Saoudite, comme on peut aller avec notre gouvernement. Donc c'est dans ce cadre qu'on est venu aujourd'hui accueillir un des Saoudiens qui travaille dans ce sens pour qu'on puisse comprendre. Après une première expérience africaine au Niger, la société Al-Raji Matin Al-Manask propose ses services aux agences maliennes pour leurs différents périples du pèlerinage. On avait entendu parler aussi du Mali, un très bon pays qui a beaucoup de musulmans, donc pourquoi ne pas venir au Mali? Ce sont des services liés à la restauration et au logement, au Mina, à Arafat et Muzdalifa pour les pèlerins. Les responsables d'agences maliennes tiennent à une collaboration transparente. Donc on a été très satisfaits. Tout ce qu'ils ont dit, on a bien compris. Et la société, elle est reconnue par tout le monde. Pendant les ramadans et pendant les hajj, j'ai vécu avec eux. Et je sais comment ils travaillent. Ils sont des professionnels, aucun problème. Ici, on les a choisis. Il faut qu'ils respectent avec tout ce qu'ils disent. Et qu'ils nous donnent un papier comme ça, qui nous précise un par un. L'équipe de la société Al-Raji est encore à Bamako, laissant ainsi une marge aux futurs clients de mieux s'approprier leurs concepts et modes de fonctionnement. Clôture des travaux du 4e congrès des femmes de l'Alliance chrétienne. À l'issue du congrès, les 2000 femmes venues de 15 pays d'Afrique ont élu à l'unanimité la candidate gabonaise à la tête de l'organisation pour un mandat de 4 ans. Aliou Abdoulaye Touré, compte rendu. Voici un nom à retenir, Kwangou Rosette. De nationalité gabonaise, elle est la présidente nouvellement élue à l'issue du 4e congrès des femmes de l'Alliance chrétienne.
Au cours de ce nouveau mandat, elle entend mener plusieurs activités pour favoriser l'épanouissement de la femme. Ce mandat, nous emboîtons le pas de nos mamans, simplement la mission. La mission que le Seigneur a confiée à nos mamans, de porter haut le flambeau de Dieu, de parler de Dieu, parce que sans Dieu, l'homme n'est rien. Que les grands défis que nous avons à relever, c'est de soutenir la mission au niveau de l'Afrique et de soutenir déjà financièrement et de prier également pour la mission, de prier également pour nos pays. Celle que nous avons élue, c'est une femme qui est humble vraiment. Elle est passée de formation et elle aime vraiment le Seigneur. Nous savons qu'avec cette élection, notre organisation ira de l'avant. Élue pour un mandat de 4 ans, Kwangou Rosette dirige un bureau de 8 membres. Et sur un tout autre sujet, les acteurs de la filière mangue échangent sur l'évaluation du système national de contrôle et de certification des mangues destinés à l'exploitation vers l'Union européenne. Ils vont définir un plan d'action prioritaire pour préserver la compétitivité de la filière sur le plan international. Maïmouna Doumbia. Les exportations de la mangue malienne vers l'Europe sont temporairement suspendues. Et pour cause, la Direction générale de la santé de la Commission de l'Union européenne doute de la qualité sanitaire de ce produit. C'est donc pour parvenir à la levée de cette mesure et définir des mesures correctives appropriées que se tient cet atelier. Cet atelier va nous permettre de faire un plan d'action, de définir les actions qu'il faut pour qu'on puisse lever ces mesures-là et enfin d'exporter sur le marché européen. Le coordinateur du colis de Lomé veut appuyer le Mali pour sortir de cette situation en élaborant un document qui sera présenté à l'Union européenne. Nous sommes là dans le cadre d'une situation particulière qui n'est pas vraiment plaisante parce que ça fait suite à la suspension de la possibilité pour le Mali d'exporter ses mangues vers l'Union européenne. C'est une situation de crise. Nous n'avons ménagé aucun effort depuis que nous avons appris la nouvelle et nous allons continuer à accompagner le Mali dans cette démarche. Le représentant du ministre de l'Agriculture espère la reprise diligente et parfaite de la collaboration avec l'Union européenne. Voir à quel niveau qui n'a pas fait son travail et subséquemment à l'identification des problèmes, des dysfonctionnements, identifier les mesures les plus indiquées pour élaborer un plan d'action à mettre en œuvre assez rapidement avant la prochaine campagne. Pendant 3 jours, les participants diagnostiqueront les systèmes de contrôle et de certification par le biais de l'outil ERSAT développé par l'association interprofessionnelle COLID pour analyser la performance et la résilience des systèmes SPS. La première édition du Forum international de la nutrition et de la sécurité alimentaire se tiendra les 1er, 2 et 3 octobre prochains à Bamako. En prélude à l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse pour dévoiler le programme. Pour cette première édition, un accent particulier sera mis sur la formation des jeunes sur les techniques de l'agriculture. Sokwana Kamisoko, reportage. La forte croissance démographique et les différentes crises que connaissent les pays du Sahel, tant sur le plan sécuritaire que climatique, menacent l'agriculture et par ricochet la sécurité alimentaire. C'est pour faire face à ces situations que l'association des femmes leaders de l'AES, en consortium avec d'autres organisations de la société civile et l'ONG AgriVision Sahel, a jugé nécessaire d'organiser un forum international qui doit se tenir du 1er au 3 octobre prochain au Centre international de conférence de Bamako. C'est en prélude à ces journées que l'association a initié cette rencontre avec la presse nationale pour dévoiler le menu des activités prévues. Cette activité qui s'inscrit vraiment dans les activités du mois d'octobre pour la journée internationale des personnes âgées, la journée internationale aussi de la malnutrition et de l'accompagnement pour la sécurité alimentaire. C'est la première édition, mais on compte vraiment installer ce forum sur plusieurs éditions et à long terme. On a ciblé 100 jeunes et on va faire une formation dans 2 thèmes basiques de l'agriculture et la nutrition et la sécurité alimentaire. Avec ces jeunes, ils seront accompagnés même après le forum durant toute l'année jusqu'à la 2e édition. La particularité de cette première édition est l'accompagnement des jeunes bénéficiaires de la formation.
Aujourd'hui, qui parle de sécurité ou souveraineté alimentaire parle vraiment le même langage qu'aujourd'hui les autorités du Mali. Il faudrait quand même qu'ensemble, on puisse se donner la main pour que cette activité puisse être à la hauteur. C'est là en vue de contribuer à promouvoir la sécurité alimentaire au sein de notre espace. Et nous allons suivre à présent le général de division Abdoulaye Cissé, préoccupé par l'invasion Jacide à Koutiala. Le gouverneur est dans les champs pour mieux affûter les armes contre ces nuisibles qui risquent d'impacter sérieusement sur la campagne dite pourtant satisfaisante de façon globale. Pour le général Cissé, cette sortie a pour nom le maintien de la région de Koutiala dans sa vocation agro-pastorale et économique, toutes choses qui devront permettre à la région de participer pleinement à la lutte pour l'autosuffisance alimentaire et la croissance économique du Mali. Le point de cette descente, c'est avec Brahima Koné et Amadou Dolo. Dans la région de Koutiala, la campagne agricole va bon train. L'état végétatif des cultures est satisfaisant. Toutefois, la situation phytosanitaire est préoccupante avec l'apparition des jacides dans les champs de coton. Toute chose qui constitue une urgence. Des inquiétudes se posent au niveau de l'approche phytosanitaire, surtout par rapport aux parasites redoutables, les jacides. Nous manquons malheureusement de produits en quantité pouvant couvrir l'ensemble de nos parcelles. Aujourd'hui en Blavé, on est en train de recevoir quelques petites quantités, mais malheureusement qui ne couvrent pas. Il y a certes des notifications et des contrats en cours, mais comme déjà nous sommes face aux parasites, il nous faut impérativement avoir ces produits. Ces remèdes constituant la seule alternative contre la menace doivent contribuer à la réussite d'une campagne agricole dont la physionomie est déjà relativement bonne. Nous rassurons le visiteur que nous avons bon espoir pour une bonne production céréalière cette année. En témoigne l'état végétatif des cultures. Les objectifs d'Amblavure ont été atteints, presque atteints. Parce qu'au niveau du mil, nous sommes à 100%. Au niveau du sorgho, nous sommes à 96%. Au niveau du maïs, nous sommes à 90%. À ce qui concerne le coton, le gros problème du coton, c'est le problème des jacides. Le chef de l'exécutif régional se dit soucieux de maintenir la région de Koutiala dans sa vocation agro-pastorale afin qu'elle puisse participer pleinement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et au développement économique du Mali. La CMDT nous a dit de procéder à l'agriculture intensive. Pour ce faire, j'ai utilisé de la fumure organique sur 4 hectares de coton et 10 hectares de maïs contre une prévision en maïs de 20 hectares. Mon objectif est d'avoir 5 tonnes de maïs. Que Koutiala puisse obtenir l'autosuffisance alimentaire et en même temps booster du coup son économie et l'économie nationale. C'est le souci constant des plus hautes autorités. C'est notre souci aussi. On va faire un rapport pour que vraiment on ne puisse pas tomber dans ce piège de ces insectes et qui doivent être combattus rapidement. Des nuisibles contre lesquels les services compétents sont en train de prendre des dispositions afin de permettre l'atteinte des objectifs de la campagne. Une délégation malienne est à Dakar, au Sénégal, où elle prend part aux activités de la 19e édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Le thème est la jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires. Un thème en phase avec la politique des autorités de la transition, nous précise Kansoutou Kanouté dans ce commentaire. Les pays africains décident de prendre à main les questions relatives à l'alimentation. Les délégués des différents pays sont réunis à Dakar à la faveur de la 19e édition du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Le thème de cette édition est la jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires. Cette rencontre annuelle réunit des décideurs, des innovateurs ainsi que d'autres acteurs du monde de l'agriculture et de l'agrobusiness. On aura le deal Invest in Mali donc, qui va mobiliser vraiment non seulement l'État autour de sa vision, mais aussi le secteur privé pour montrer comment le secteur privé contribue à cette vision. Et les 10 jeunes qu'on a sponsorisés aussi
qui portent des projets qui contribuent également à cette vision de l'État. Ce forum vise à accélérer la transformation des systèmes alimentaires, à favoriser le rôle des jeunes et à préparer la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique pour les 10 prochaines années. La vision même du pays, c'est la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire dans les 40 ans à venir. Donc toutes les stratégies, toutes les politiques sont élaborées pour atteindre ce résultat-là. Le Mali est fortement représenté à ce forum à travers sa jeunesse, à majorité des femmes, ce qui explique la place importante que cette couche occupe dans la société. C'est vraiment intéressant de voir des jeunes venant d'autres pays, surtout là on a beaucoup de jeunes qui sont du Sénégal, d'apprendre d'eux ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils gèrent leurs activités, comment ils font pour être vraiment un pilier dans le développement du système alimentaire. Nous sommes là dans un cadre, c'est de pouvoir vraiment présenter nos projets à des investisseurs. Je pense que si les investisseurs arrivent à prendre part durant les 4-5 jours de l'événement et qu'on nous mette face à eux, moi je pense que déjà c'est une opportunité pour vraiment faciliter l'accès aux investissements. Au menu, des sessions thématiques par pays et par secteur, des panels de haut niveau, une exposition agroalimentaire dédiée aux innovations technologiques et d'autres activités. Et c'est sous le thème mécanisme de financement humanitaire, défis et innovations que le Forum des ONG internationales du Mali, FONGIM, a célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire à Ségou. Honoré Tchenou, Bassi Traoré, correspondance. Pour commémorer la journée mondiale de l'aide humanitaire, le Forum des ONG internationales du Mali, FONGIM, tient la présente rencontre à Ségou, une occasion d'influencer les politiques et les actions des partenaires techniques et financiers, ainsi que le gouvernement en matière de soutien aux populations vulnérables. Le thème du forum d'aujourd'hui, c'est la question des financements. Je pense que vous êtes tous au courant de la difficulté de mobiliser des fonds à la suite de l'arrêt, de la suspension puis de l'arrêt des fonds américains qui représentaient plus de 50% de la réponse humanitaire au Mali. Les échanges portent aussi sur, entre autres, l'action humanitaire et protection des travailleurs humanitaires, la situation humanitaire dans la région de Ségou, une plateforme de dialogue et de solutions. En plaçant le dialogue au centre de l'aide humanitaire, nous renforçons également la redevabilité des interventions. C'est pourquoi je voudrais rappeler à toutes les parties prenantes l'importance de garantir à l'ensemble de la communauté humaine l'accès auprès de ces populations locales vulnérables. Il est nécessaire de promouvoir des mécanismes de financement anticipatifs et flexibles, capables de répondre aux crises avant qu'elles ne s'aggravent. FONGIM rassemble plus de 100 organisations internationales et cette rencontre devra leur permettre de renforcer les liens de collaboration et de coordination avec les actions civiles et les autorités, mais aussi et surtout harmoniser les politiques et approches d'intervention afin de minimiser les chevauchements des différentes actions. Ce mardi 2 septembre, à Douanza, remise de matériel et équipements de logement couplé à la remise d'instruments de musique à l'orchestre régional de la région. C'était sous la présidence du gouverneur. Daouda Kone nous en parle. Les préfets des 6 cercles et les sous-préfets des 18 arrondissements de la région de Douanza dans les dispositions idoines pour être encore plus performants pour les usagers. En effet, ils viennent de recevoir des matériels bureautiques et équipements ainsi que des logements. Nous étions dans une situation très difficile et vraiment l'accompagnement de l'État pour la réussite de nos missions et que ça pourra aussi améliorer le rendement dans le travail. Ces différentes dotations constituent un témoignage éloquent et la détermination des plus hautes autorités de notre pays pour l'opéralisation des nouvelles régions et la modernisation de notre administration. De par ces moyens de travail, une administration efficace, une administration à l'écoute des populations. Le chef de l'exécutif régional a mis à profit cette cérémonie pour remettre les équipements manquants à l'orchestre régional. Il s'agit de l'amplificateur, des câbles, des micro-baladeurs et d'autres accessoires de musique. Ce geste témoigne l'attention particulière que les autorités régionales accordent à l'amélioration des conditions de travail de la troupe pour une meilleure participation à la biennale artistique devant se tenir à Tombouctou. Nous sommes très contents, très fiers par rapport à cet appui-là. Donc nous lançons l'appel d'appuyer la région de Douanza pour qu'on puisse avoir une meilleure troupe,
pour une participation honorifique de la région de Douanza. Le premier responsable de la région a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements. Session ordinaire annuelle du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. C'était sous la présidence du Premier ministre burkinabé, Mariama Tamboura, pour le reportage. Cette session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance est consacrée à l'examen de 3 documents qui sont des documents d'évaluation des engagements de l'année 2024. Selon le ministre en charge de la fonction publique, l'adoption de ces documents est essentielle pour dégager de nouvelles orientations à prendre au titre de l'année 2026. Il s'agit premièrement du rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique. Nous avons aussi un deuxième document qui est le document relatif à la bonne gouvernance. Là, nous allons évaluer en termes d'administration donc la gouvernance administrative, la gouvernance sécuritaire, la gouvernance économique et j'en passe. Nous allons également évaluer la performance globale de l'administration. Dans son discours, le chef du gouvernement revient sur le contexte dans lequel se tient cette rencontre. Un contexte de révolution progressiste populaire engagé vers une transformation structurelle du Burkina Faso. Et dans ce contexte, les administrations doivent se positionner comme de véritables pôles d'excellence. À l'issue de l'évaluation semestrielle des contrats d'objectifs des membres du gouvernement, j'ai informé l'opinion publique que la moyenne globale obtenue par les ministres s'élevait à plus de 54%. Je rappelle toutefois qu'au-delà de ce résultat encourageant, les ministres doivent demeurer dans une quête permanente d'excellence car les attentes légitimes de nos concitoyens demeurent immenses dans tous les secteurs de la vie nationale. L'ordre du jour prévoit également des échanges avec les interventions de plusieurs groupes d'acteurs. Des discussions sans complaisance afin de donner de nouvelles orientations pour promouvoir une culture de résultats dans l'administration publique. Au cours de ces travaux, vous avez su conjuguer expertise, pragmatisme et efficacité pour jeter un regard rétrospectif sur les actions majeures de modernisation et de bonne gouvernance de l'administration publique burkinabé. Vous avez également su ouvrir de nouvelles perspectives devant raffermir la disponibilité, l'accessibilité et la qualité du service public au bénéfice de nos populations. Les travaux de la session se terminent ainsi sur une note de satisfaction et plusieurs orientations du gouvernement, parmi lesquelles le renforcement du capital humain, la promotion de l'administration électronique et l'impulsion des réformes institutionnelles. Le gouvernement invite l'ensemble des membres du Conseil à une synergie d'action en vue de poser les jalons d'une administration publique à même de satisfaire les attentes des usagers. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulamaïssa, préside le forum sur la problématique de l'orpaillage, enjeux, défis et perspectives dans sa région. Cette rencontre vise à mener des réflexions en vue d'améliorer le dispositif de gouvernance du secteur pour le rendre plus rentable. Diallo Abdul Jalil et Bachir Haroun nous en disent plus. Prenant la parole le premier au cours de cette cérémonie marquant l'ouverture du forum régional sur la problématique de l'orpaillage dans la région d'Agadez, l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez a, après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants, évoqué quelques-uns des défis liés à l'exploitation de l'or dans la région d'Agadez. La gouvernance de l'orpaillage ne peut alors pas se limiter à une seule dimension, dira à son tour le chargé des programmes de l'OIM qui, à travers ses mandats et programmes dans la région, reste engagé à appuyer les efforts des autorités et des communautés, a-t-il renchéri. Parlant d'efforts, le gouverneur de la région, le général de division Ibra Boulamaïssa, a dans son discours énuméré quelques actions initiées
pour renforcer la gouvernance du secteur de l'orpaillage au niveau de la région d'Agadez. Sans être exhaustif, je peux citer la conduite de missions de suivi sur l'ensemble des sites d'orpaillage par les autorités régionales sous ma conduite. Le renforcement du dispositif sécuritaire adapté au contexte de la zone pour sécuriser l'exploitation de l'or et les activités connexes. L'initiation de missions conjointes multi-acteurs, essentiellement conduites par les services techniques déconcentrés de l'État, pour marquer la présence de l'État sur ces sites. À toutes ces initiatives vient donc s'ajouter ce forum organisé par le gouvernorat de la région d'Agadez et ses partenaires, notamment l'OIM, pour mener des réflexions communes dans la perspective d'engager des actions permettant de contribuer à anticiper les éventuelles conséquences de l'exploitation de l'or sur la stabilité de la région. Le forum qui nous réunit aujourd'hui nous permettra de renforcer la concertation et le dialogue social, amorcé avec les principaux acteurs de l'orpaillage en vue de mieux cerner la problématique générale dans ce secteur au niveau de notre région et de proposer des solutions réalistes et réalisables. Pour des résultats encore plus meilleurs, le niveau des débats et de participation des acteurs a été, dans le cas de ce forum, rehaussé avec l'invitation des directeurs centraux des ministères clés impliqués dans la gouvernance du secteur. Football, le Mali reçoit demain jeudi les Comores au compte de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Dans le nid des aigles, la confiance est de mise et le moral est au beau fixe. L'objectif fixé par le sélectionneur national et ses joueurs est la victoire, rien que la victoire. Et ils peuvent car pour le moment, nos aigles 4e du groupe I ont face à eux un adversaire comorien qu'ils avaient déjà battu à l'aller par 3-0. Retrouvons nos envoyés spéciaux au Maroc, plus précisément à Berkane, Matina et Istanbul Diakité pour plus de détails en cette veille d'avant-match. Après s'être rencontrés au mois de mars lors de la 5e journée, le Mali et les Comores vont de nouveau s'affronter, cette fois-ci au compte de la 7e journée dans le groupe I, toujours sur le même terrain, le stade municipal de Berkane au Maroc. Vainqueur 3-0 lors de la manche aller, les Aigles du Mali ont impérativement besoin de victoires ce jeudi pour s'emparer de la 2e place. C'est ainsi qu'au niveau du staff technique, les séances d'entraînement ont été axées sur l'option offensive. Car face aux Comores, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, la victoire, et peu importe la manière. Oh, je suis content, tous les joueurs sont là, l'atmosphère est toujours bien, on va jouer pour les 3 points, on doit être concentré, on doit respecter Comores, mais avec moins de 3 points, on n'est pas content, c'est clair, on va faire tout pour la victoire. Quant au coach des Comores, il estime que son équipe est fin prête pour la rencontre, même si le Mali regorge d'énormes potentialités. Le Mali est une grande équipe qui a la chance d'avoir beaucoup de grands joueurs. Nous, notre objectif, c'est de faire mieux qu'à l'aller. En tout cas, c'est un match très important parce que c'est vrai que le Mali sont derrière nous à 3 points. Ils ont l'obligation de gagner par leur statut, par leurs joueurs. Nous, on se retrouve dans cette position favorable où on doit aussi chercher un résultat, parce que si on arrive à faire des points dans ces 2 matchs-là, ça veut dire qu'on sera en course jusqu'au dernier moment, aussi bien pour une place en Coupe du Monde que pour une place de barrage. Au grand complet, le groupe Aigle respire confiance, enthousiasme et sérénité et n'a nullement envie de s'enflammer malgré le score de 3-0 qu'il a infligé aux Comoriens au mois de mars dernier. On a l'obligation de gagner, on doit ramener les 3 points, en plus on sait que si on gagne, on peut espérer déjà cette 2e place sûre et pourquoi pas viser la 1re place après, mais pour l'instant il faut faire la première victoire jeudi pour après penser au match de lundi contre le Ghana. Prends match après match, le Ghana c'est plus tard, le plus important c'est le Comore, c'est une très bonne équipe, donc il faut qu'on soit concentrés, qu'on soit tous connectés, qu'on soit tous ensemble, qu'on fasse tous les efforts, parce qu'on sait l'effectif qu'on a, il est de très grosse qualité, donc on va mettre tous les ingrédients, on est focus sur le Comore, on les a analysés, donc on va tout faire pour faire un grand match. 4e dans le groupe I avec 9 points, une victoire ce jeudi permettra à l'équipe nationale de se relancer avant d'aller défier le 8 septembre à Accra les Black Stars du Ghana au compte de la 8e journée.
Mali-Comores, c'est ce jeudi à 19h temps universel et 20h heure du Maroc. Une rencontre qui sera dirigée par un quatuor arbitre marocain avec au centre Jaled Ghezal. Et encore une fois, bonne chance pour demain à nos aigles. Peut-être de la pluie attendue au cours de la soirée sur Bamako et environ. Vous en saurez davantage avec Abdoulaye Keïta juste après ce journal. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Nioro et de Nara. À demain. Bonsoir à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères,